Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Là du coup je vous invite à sortir une feuille, un stylo et à prendre des notes. Non, je plaisante, de toute façon le contenu de ça vous le retrouverez sur le Discord comme d'habitude. Le Discord je le mets dans la description, ça me prend pas trop de temps à faire. Donc on va commencer donc dans cette série sur le tissu conjonctif. Vous avez vu les bases normalement. Là on va attaquer le premier tissu qu'on va voir, c'est l'os. Alors je vais vous parler d'ostéoporose. Vous vous dites pourquoi il commence tout de suite avec de la pathologie. En gros, le but c'est de vous faire. On va partir de pourquoi faut lutter contre l'ostéoporose et ensuite on ira dans le sens comment on lutte. Parce que si vous comprenez pas en quoi l'ostéoporose c'est hyper embêtant, la vidéo elle va pas vous allez pas envie d'avoir vous allez pas avoir envie d'aller jusqu'au bout. Donc en gros l'ostéoporose c'est quoi? C'est une affection qui entraîne un risque accru de fracture, bon là je pense que je vous apprends rien, en raison de la réduction de la densité du tissu osseux. Les manifestations les plus courantes de l'ostéoporose, ça va être les fractures de la hanche, donc ça en général on connaît, fracture des vertèbres, ça en général on entend moins parler, mais c'est hyper fréquent, et du poignet. Et donc, alors, les fractures de la hanche en général on connaît, ça arrive notamment quand il y a des chutes, ok? Donc chez la personne âgée qui a de l'ostéoporose, parce que chez un jeune, c'est hyper solide, hein, ça pètera pas comme ça. Les vertèbres, ça, on entend moins parler. Ceux qui ont fait ma formation, pareil, je vous mettrai le lien dans la description, sur les drapeaux rouges et tout ça, normalement, vous savez, les fractures vertébrales, ça arrive chez des personnes qui ont de l'ostéoporose, et des fois, ils font rien. Et limite, ça pète tout seul, ok? Donc ça, faut le savoir, et c'est hyper embêtant. Pourquoi? Parce qu'en fait, toutes ces fractures, hein, là, toutes, elles sont responsables de surmortalité, de morbidité, de douleurs chroniques, d'une réduction de la qualité de vie, d'admission en soins de longue durée. Et en fait, tout ça, si vous avez de l'ostéoporose plus tard, en fait, vous comprenez bien que votre qualité de vie, elle va pas être super. Voilà. Donc il faut arriver tard dans la vie avec des os les plus solides possibles. Là, je vous ai mis quelques données, pareil, pour les femmes âgées de 50 ans dans les pays développés, la probabilité de fracture ostéoporotique au cours de la vie, ça dépasse les 40%. La probabilité de fracture de la hanche, elle dépasse les 20%, et la surmortalité associée à une fracture de la hanche, elle est estimée à 20%. Voilà. Donc, c'est quand même, même si en soi, il n'y a pas de douleur directement liée à l'ostéoporose, c'est quand même quelque chose qui diminue la qualité de vie, ok? Et qui peut même diminuer la durée de vie. Donc là on va faire quelques rappels, mais là on va passer vite. Donc l'os en gros il est conçu pour résister à des contraintes mécaniques importantes. Bon ça pareil je vous apprends pas grand chose. Il a d'autres rôles, hein, donc notamment il permet l'attache des muscles, des tendons, des ligaments, de tout un tas de tissus. Il protège les organes vitaux, hein, notamment par exemple le cœur et tout ça dans la cage thoracique. La moelle épinière elle est entourée des vertèbres. Et soutenir la fonction métabolique parce qu'en fait en gros il stocke des minéraux essentiels. La matrice extracellulaire, elle est composée de minéraux, de collagène, surtout type 1, il y en a d'autres, 3 et 5, d'eau et de protéines non collagéniques. Voilà, donc là on a fait les rappels. Là, si vous vous rappelez, on avait vu que dès le 19e siècle, on avait un anatomiste qui s'appelle Wolff, qui a observé que l'os il pouvait s'adapter au stimulus mécanique de l'environnement. Là, on peut dire stimulus, pas forcément stimuli. Près d'un siècle plus tard, Frost il a formulé la théorie du mécanostat. Pareil, j'en avais parlé, je crois, la dernière fois. Mais je vous le redis vite fait. Donc en gros, on a un seuil. Si. Ou en gros, on va dire on a une activité normale, c'est ce qui a marqué là. La résorption est égale à la synthèse, donc l'os il bouge pas. Si on fait pas assez d'activité, on va avoir une résorption plus importante que la synthèse, donc ça va mener vers l'ostéoporose. Et si on a une haute activité, on va plutôt avoir plus de synthèse que de résorption, et donc du coup on va fabriquer de l'os. Ok? Donc ça, voilà, ça c'est hyper important à savoir. Le but c'est quand même de développer, enfin en fait c'est de plutôt être de ce côté-là que de ce côté ici, hein, avec la diapo que je vous ai montré juste avant. Les différentes contraintes mécaniques que subit l'os, ah bah on va faire un jeu. On va faire un jeu. Vous me dites, pour vous, alors je vous rappelle, hein, on avait vu que dans le système musculo-squelettique, en gros il y avait trois types de contraintes qu'on voyait le plus souvent, c'était la tension, la compression et le cisaillement. Selon vous, l'os, qu'est-ce qu'il reçoit comme contrainte? Une ou plusieurs réponses possibles à vos claviers. Et on triche pas. Hein. De toute manière, pas besoin de tricher parce qu'en fait, peu importe ce que vous allez mettre, vous allez forcément avoir raison. C'est juste que vous n'aurez pas forcément toute la réponse. C'est-à-dire que l'os, il reçoit différents types de contraintes. Il y a de la compression, de la tension et du cisaillement. Ok? Là, vous dites, ah ouais, il y a tout ça? Bah ouais, il y a tout ça. Donc, en gros, la compression, par exemple, le fait d'être debout, et la gravité, les tensions, elles passent par l'os. Ça, il y a des contraintes en compression. La tension, c'est un muscle qui tire
sur un os, et le cisaillement, ça on le verra juste après, c'est un peu plus complexe. Pareil, un os, il y a des choses qui s'insèrent dessus, notamment les muscles, et quand on fait de l'anatomie, on voit que à chaque fois les muscles ils s'insèrent sur une tubérosité, quelque chose, il y a un relief quasiment à chaque fois. Alors le relief il est pas là pour accueillir le muscle, c'est le muscle qui façonne le relief, ok? Donc le muscle, avec de la tension, il façonne l'os. Donc ensuite, par exemple, là, si on a de la compression sur un os, en fait, il va se déformer, parce que ouais, l'os, il se déforme, hein, il y a une petite capacité de déformation, alors c'est pas beaucoup, hein, 0,3%, mais de toute façon, un tissu qui est incapable de se déformer, de toute manière, ça casse. Donc, 0,3% de déformation, c'est pas énorme, mais par exemple, si on applique une force comme ça de compression, en fait, ici, on va avoir une compression plus une compression, parce qu'en fait, en gros, ça va venir faire comme ça, donc il y a de la compression dans cet axe-là, et ça va venir compresser de ce côté-là, mais du coup, de l'autre côté, on va avoir une mise en tension. Donc de l'autre côté, on va avoir tension plus compression. Là, donc je vous ai mis un exemple, par exemple, de mise en tension. Donc là, on a le fascia plantaire qui s'insère sur le calcanéum, mais en fait, vous savez, les épines calcanéennes, mais en gros, on a le fascia qui va venir tracter l'os. Voilà, c'est pour vous montrer de la tension. Et ensuite, on a le cisaillement. Alors, en fait, le cisaillement, c'est dû, parce qu'il y a du liquide dans l'os, c'est dû à la circulation de ce liquide. En fait, quand on a une compression ici avec de la tension, bah, les liquides, ça c'est de la physique de base. Hein. Moi, je suis pas physicien, mais voilà, en gros, ça va se déplacer des grandes pressions vers les basses pressions. Et en fait, cette circulation de l'eau, ça va créer au niveau des ostéocytes, donc c'est les cellules qui sont dans l'os, des contraintes en cisaillement. Je crois que voilà, je vous ai mis là. Alors après, en plus, vous avez des références ici si vous voulez en savoir un petit peu plus. Donc là, ostéoclaste, ça bouffe l'os. Ostéoblaste, ça fait de l'os. Ostéocyte, c'est quand l'ostéoblaste, grosso modo, il a fini sa croissance et qu'il est encastré dans la matrice. Et en fait, voilà, on a du liquide interstitiel. Et c'est cette circulation de liquide qui fait que ça crée des contraintes en cisaillement. Voilà. Ensuite, comprendre les voies de formation osseuse. Bah ça c'est intéressant, on va faire un peu de physio. Donc là, je vais vous expliquer tout ce schéma-là, étape par... Non, je déconne. Non, on va juste voir ça, vous inquiétez pas. Donc en gros, on a de multiples voies qui sont impliquées dans la traduction du stimulus mécanique en réponse biologique dans l'os. Notamment les voies de signalisation du calcium. Bon, voilà, on a MAPK et ROROC. Ça, normalement, si vous avez vu la vidéo, je vous en ai parlé de ça. MAPK, ROROC dans le fibroblast pour la mécanotransduction. Ensuite, nous, ce qui va nous intéresser, c'est la voie WNT, parce que c'est une des plus largement décrites. Elle favorise l'engagement des cellules souches mésenchymateuses en pro-ostéoblastes, la prolifération et la différenciation des ostéoblastes. Donc en gros, ça va engager les cellules mésenchymateuses à faire de l'os. Et en fait, la signalisation WNT, elle régule à la baisse la formation et l'activité des ostéoclastes. Les ostéoclastes, c'est ceux qui bouffent l'os. Hein, c'est ce que je vous ai dit juste avant. Ce qu'il faut savoir d'autre, c'est qu'on a la sclérostine, qui est un produit des ostéocytes, qui est libéré, et ça, en fait, ça inhibe la voie de signalisation WNT, ce qui inhibe la formation osseuse. Donc, WNT, ça fait de l'os, s'il y a de la sclérostine, ça inhibe la formation de l'os, en gros. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la mise en charge, elle réduit la libération de sclérostine par les ostéocytes, et donc ça inverse l'inhibition de la voie WNT, donc si on inhibe l'inhibition, bon, bah, ça favorise, et donc ce qui entraîne une augmentation de la formation osseuse et une réduction de la résorption osseuse, ok. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans une étude, il disait qu'il y a des inhibiteurs de la sclérostine qui font actuellement l'objet d'essais cliniques, alors j'ai pas regardé ce que ça donnait, je sais, pour lutter contre l'ostéoporose, mais ce qu'on sait, c'est que la mise en charge, ça réduit la libération, donc en gros, faites du sport, ça va lutter contre l'ostéoporose, c'est quand même pas mal ça. Donc le sport, c'est bien. Ensuite, donc comme je vous ai dit, en gros c'est juste là, la voie de signalisation WNT, ça va permettre l'engagement des cellules souches mésenchymateuses en préostéoblaste. En gros, bone marrow ici, ça c'est la moelle osseuse. Donc on a des cellules mésenchymateuses, elles peuvent faire un petit peu ce qu'elles veulent, grosso modo, pour faire très simple. Soit on fait rien, et hop, ça part ici. Ça va plutôt aller dans ce sens-là, et si on va dans ce sens-là, on va faire du gras, enfin des adipocytes, donc des cellules graisseuses, et pas d'ostéoblastes. Ça c'est pas cool. Par contre, si on met de la contrainte mécanique, boum, on part de l'autre côté, et là on fait des ostéoblastes, et on fait moins d'adipocytes. Bah, c'est plutôt pas mal. Donc l'exercice physique conduit les cellules souches mésenchymateuses vers la lignée ostéoblastique, et l'immobilisation, ça augmente le tissu adipeux dans la moelle osseuse. Voilà, comme ça. Donc le sport, c'est bien. Ensuite,
Donc là, vous dites, ah ouais, le mec, il nous a fait, je sais pas combien de temps ça fait que je suis en train de tourner la vidéo, il me fait, putain, ça fait 10 minutes pour apprendre que le sport, c'est bon pour les os. C'est quand même fantastique. Vous le saviez déjà. Mais c'est intéressant quand même de savoir, de connaître les voies comme ça. Puis se dire quand même qu'ils font un médicament pour inhiber ça, alors que le sport, ça le fait déjà, c'est quand même... je trouve que c'est un super argument pour se mettre au sport ou pour aider les gens à se mettre au sport. On va avancer. La contrainte mécanique pour adapter l'os, oui, mais de la bonne manière. Et là, c'est là qu'on va voir en fait comment on applique les bonnes contraintes pour créer de l'os, ok? Parce que l'os, il se crée pas il y a des contraintes spécifiques. Donc, les études, elles ont montré que les charges qui entraînent des déformations, en gros, sur l'os, ça va permettre de former de l'os, ok? Les zones où il n'y a pas de déformation, donc en gros, il n'y a pas de contrainte, il y a moins de formation osseuse, et on peut même avoir une résorption osseuse, ok? Donc on peut même avoir de la perte d'os. Si l'os et les cellules osseuses réagissent à la stimulation mécanique, le mode et la nature du stimulus sont essentiels pour la réponse anabolique. Comme je vous ai dit, on fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Et en gros, on a un certain nombre d'études animales. Alors ouais, donc là, je vais commencer à vous dire, faut faire comme ça, faut faire comme ça. C'est des études qui ont été menées chez l'animal, ok? Chez l'animal, c'est pratique. En gros, ils font ce qu'ils veulent dessus. Voilà. Donc, ils mettent la contrainte qu'ils veulent, la fréquence qu'ils veulent, tout ça. Donc, c'est surtout fait sur des dindes et des rats. Voilà. Donc, un certain nombre d'études animales ont démontré que seuls les stimulus dynamiques peuvent créer une réponse ostéogénique, alors que la charge statique n'induit pas de formation de nouvel os et peut même limiter la croissance. Bon, là j'ai mal mis le machin, il faudra que je le remette pour le Discord. Mais en gros, ça peut même limiter la croissance. Donc en gros, ici, quand on met des contraintes dynamiques, bah, on crée de l'os, endocortical et au niveau du périoste. Voilà, les deux. Et quand c'est de la contrainte statique, bah, on perd de l'os, en fait. Voilà. Donc ça dépend après si on est sur du périoste ou de l'endocortical, mais voilà, il n'y a pas énorme de gains et on peut avoir de la perte. Donc ce qu'il faut, c'est de la contrainte dynamique et pas. C'est comme si vous faites un squat, bah, c'est plutôt faire des séries de squats, des pauses, faire des séries de squats, ça va. Si vous restez en bas avec la barre de squat et vous attendez longtemps comme ça, pas ouf pour créer de l'os, ça. Donc là, on va voir quelle contrainte faut mettre pour optimiser la prise d'os. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'os, il répond rapidement à la mise en charge. Donc, comme on le voit, bah, ici, en fait, on met pas beaucoup de cycles de charge. Là, ici, on est à 20. Tu vois, en quelques cycles, boum, lui, il va répondre. Par contre, il sature vite aussi, ok? C'est-à-dire qu'en fait, quand on arrive vers 40, 50 cycles de charge, en fait, si on fait 50 ou qu'on va jusqu'à 360, bah, au final, ici, il répond plus vraiment. Donc, en gros, faut en mettre un petit peu, mais ça sert à rien d'en mettre trop parce que de toute façon il répondra pas, il y a une période réfractaire on va dire, donc il faut attendre qu'il se resensibilise, ok? Faut appliquer les contraintes plutôt par petites séries. C'est-à-dire que là en fait ils ont appliqué 360 cycles de charge par jour. Si on fait les 360 en une fois, bah il y a de l'adaptation, mais voilà c'est ici. En deux fois, ça monte un peu, et en fait ce qu'on voit c'est que si on fait 4 fois dans la journée ou 6 fois, bah, c'est là où on a la plus grande augmentation. En fait, qu'est-ce que ça nous dit ça? Ça nous dit que y a une période de récupération nécessaire d'au moins 2 à 3 heures pour que l'os il récupère sa mécanosensibilité à la contrainte en gros et ça permet en fait ça d'avoir des stimulus qui vont être plus ostéogéniques que si on fait tout d'un coup en termes de contrainte. Alors qu'est-ce que ça peut après en mise en pratique? J'ai pas regardé, je suis pas un spécialiste des fractures de stress par exemple, mais en gros en général c'est un excès de volume. Peut-être que ça peut être intéressant dans les sports où on sait qu'il peut y avoir des fractures de stress, bah, au lieu de faire des sorties hyper longues d'un coup, peut-être qu'aller, alors je sais pas quelle programmation faire, mais peut-être qu'essayer de mettre plusieurs petites sorties si c'est possible, après c'est toujours bien plus compliqué, mais voilà, pour essayer de répartir la contrainte et de retravailler à chaque fois que l'os il est redevenu mécanosensible. Parce qu'au bout d'un moment en fait il est plus sensible. Et on va voir même après que s'il y a trop de contraintes et qu'il n'a pas le temps de s'adapter, bah il va même se dégrader. Ensuite, donc le temps de repos entre les séries, donc c'est entre les séries qu'on met là, donc là je vous ai dit 2-3 heures. En fait, le temps optimal où il récupère toute sa mécanosensitivité, en gros, c'est 8 heures. Voilà. Mais on peut se dire que si on espace de 4 à 8 heures, voilà, même on a vu 2 à 3 heures, ça marche quand même. Donc voilà. Mais ce qu'il faut comprendre de là, c'est segmenter la mise en contrainte de l'os.
Et ensuite, on a des données qui nous indiquent qu'un espacement plus long entre les cycles au cours d'une même session de charge, ça peut améliorer la réponse ostéogénique. Donc en gros, c'est le temps que vous allez prendre entre les séries de charges. En fonction des études, donc là, ils ont mis 14. Dans cette étude-là, c'était 10 secondes. Voilà, 10-14 secondes. Donc en gros, vous faites une mise en charge de l'os, une pause. Une mise en charge de l'os, une pause. A priori, c'est ça qui permet d'avoir la meilleure création d'os possible. Les raisons de ce phénomène ne sont pas claires, mais ça pourrait impliquer des mécanismes de signalisation intracellulaire du calcium. Donc en gros, qu'est-ce qu'on retient? L'os, il répond très vite à la contrainte, mais il sature très vite, et il aime bien faire des pauses. C'est... voilà. C'est toujours... c'est ce qu'il faut retenir, c'est ça le plus important. Ensuite, amplitude versus fréquence. Alors en gros, soit vous faites... alors quand je parle d'amplitude, c'est amplitude de déformation de l'os. Donc en gros, vous avez deux solutions. Soit vous faites des petites déformations osseuses, donc petites mises en contrainte, il va falloir une fréquence plus importante, soit vous faites des grosses mises en contrainte, et il y aura besoin de moins une fréquence plus basse. Donc il n'est pas nécessaire d'avoir des amplitudes de déformation élevées pour stimuler l'adaptation osseuse si la fréquence est suffisamment élevée. Ça peut être intéressant chez les gens qui ont de l'ostéoporose, qui font jamais de sport, il n'y a pas besoin de leur mettre des contraintes énormes, on peut leur mettre des petites contraintes régulièrement dans la journée. Mais ça suggère que les activités impliquant des amplitudes de charge de déformation plus élevées seront plus efficaces pour augmenter la formation osseuse nette, même si la durée de l'activité est plus courte. Cependant, si l'amplitude de la charge est trop importante, ou si le nombre de cycles de charge est trop élevé, il peut en résulter une fatigue du tissu osseux, entraînant des lésions tissulaires également appelées microdommages. Ainsi, au lieu d'induire une formation osseuse, les microdommages entraîneront une série d'événements cellulaires, notamment l'apoptose des ostéocytes, ça c'est moins bon, et l'induction d'une résorption osseuse locale, donc de la perte d'os à un certain niveau. Et donc à l'inverse, pas de contrainte, pas d'os. Donc l'effet du désentraînement et même de la décharge sur la masse osseuse est beaucoup plus important que celui de la charge. Donc en gros, si vous mettez pas en contrainte vos os, vous allez perdre beaucoup plus d'os que ce que vous pourrez créer, que ce que vous créez en fait de base avec de l'exercice. Donc la santé et la survie des ostéocytes dépendent clairement d'une utilisation constante du squelette, et si l'os est immobilisé, l'apoptose des ostéocytes augmente. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, en gros, on a carrément les cellules qui meurent, mais il y a une étude qui va bientôt sortir, et elle n'est pas encore sortie, je crois, c'est qui se bat sur la synthèse de collagène quand on a une immobilisation. Pareil, ça décroît d'un coup, donc, bon, le collagène, c'est pas des cellules, hein, mais voilà, on a quand même des désadaptations qui arrivent de manière très rapide. Donc en gros, bouger, c'est vraiment quelque chose de très important. Il est bien établi que la masse osseuse gagnée sera perdue lors du désentraînement, de sorte qu'en fait vous devez maintenir votre entraînement tout au long de votre vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous faites des gros exercices bien lourds entre 20 et 35 ans, ça veut pas dire que vous pouvez arrêter, votre os il est là, c'est pour toujours, ok? Non, non, pas forcément, enfin pas forcément, pas du tout, vous allez... Enfin pas du tout, je mets une petite nuance, on verra après, mais normalement vous allez le reperdre. Dans différentes conditions de déchargement, en fait, on a une diminution en fait de l'os, hein, tout simplement. Par exemple, chez les astronautes, ou si vous arrêtez l'entraînement, tout simplement. De même, les personnes âgées qui souffrent d'affections suivies d'une immobilisation partielle ou totale perdent de l'os à un rythme élevé, et certaines études ont montré que l'immobilisation totale peut entraîner une perte de masse osseuse allant jusqu'à 30 à 40%. C'est hyper important. Donc si vous avez déjà de l'ostéoporose, que vous vous cassez, qu'en plus vous êtes immobilisé derrière, vous voyez bien que là votre os il va subir, là ça va être la cata pour lui. Donc en ce qui concerne l'activité physique sur l'os, il a été démontré que l'effet est spécifique aussi. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si vous faites des exercices et que par exemple vous travaillez que les jambes, admettons, personne fait ça. Personne fait ça, personne travaille les jambes. Mais admettons vous travaillez que les jambes, ça veut pas dire que vous aurez pas que vous aurez un os de meilleure qualité au niveau du membre supérieur. Ok, donc il faut mettre en contrainte tout le système pour avoir des adaptations au niveau du tissu osseux partout. Ensuite, les os, ils s'adaptent beaucoup. Je vous ai mis quelques exemples. Donc en gros, chez les lanceurs au baseball, on a leur humérus, en gros, il est plus robuste et il a un diamètre qui est visiblement plus large du côté du bras qui lance, et il est même jusqu'à 2,5 fois plus fort que l'humérus du bras contralatéral. Pour l'info, si on applique les contraintes que lui y met quand il envoie la balle sur votre os à vous, votre os il se briserait. Voilà. Donc, comme quoi, l'adaptation, elle est hyper elle peut être importante, quoi. Elle peut permettre vraiment de résister à des contraintes hyper importantes. Par contre, ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'elle indique que l'activité physique pratiquée pendant la jeunesse confère des avantages tout au long de la vie en termes de taille et de solidité des os. Même si à l'arrêt, on va perdre, il y aurait quand même un petit gain qui permettrait d'être fait pour plus tard.
Les données indiquent également que la poursuite de l'activité physique au cours du vieillissement peut réduire les changements osseux liés à l'âge, de manière à conserver une partie des bénéfices en termes de masse et de solidité osseuse. Voilà, donc c'est une étude qui dit que c'est bien de faire quand on est jeune, ça peut quand même donner un avantage pour plus tard. Après, est-ce que ça limite vraiment les risques de fractures ostéoporotiques et tout ça? Ça, c'est moins sûr, mais ça donne quand même un petit avantage. Et c'est quelque chose, j'ai l'impression, c'est le troisième tissu sur lequel je vois ça. Si j'arrive à retrouver les données, j'essaierai d'en faire une vidéo, mais j'avais vu ça sur le ligament croisé antérieur, que les jeunes qui mettaient beaucoup de tension dessus, bah, ils avaient des ligaments croisés antérieurs plus solides en gros. Là, j'ai vu ça sur les os. Je me demande si j'ai pas vu passer la même chose sur les disques. Alors vu que c'est pas des études qui étudient spécifiquement ça, c'est à chaque fois quelques phrases par-ci par-là, faudrait que je refasse une compilation et que j'arrive à mettre ça en avant, ou juste pour voir si c'est vrai ou si c'est faux. Mais j'ai l'impression que voilà, en gros quand on est jeune, mettre des contraintes un peu partout, ça permet quand même d'avoir des petits bénéfices pour plus tard. Ensuite, bah, les mouvements spécifiques au football, voilà, dans des situations de charge, ça peut aussi influencer l'alignement des jambes, notamment en varus, plutôt chez l'homme, a priori, que chez la femme. Voilà, donc avec la forme des jambes comme ça, avec le arqué, on va dire. Et je vous ai mis ça aussi ici, voilà, comme mythe, en gros, donc là vous avez la référence en bas ici, ou les références là, comme d'hab. En gros, la muscu, ça n'empêche pas la croissance, voilà. Il y a plein de gens qui font des vidéos, la muscu n'empêche pas la croissance, là, en une infographie, ça c'est débunké, et donc il faut pas attendre forcément 12 ans, voilà, 5 à 7 ans, les enfants, ils sont prêts. Donc mettez-leur des contraintes dessus, on fait ça intelligemment, c'est tout. Mais on fait ça progressivement. Mais on a vu, le sport c'est bien, donc on leur fait faire du sport tôt. Le plus tôt possible. Voilà. Ensuite, on va finir avec ça. Donc les études montrent, alors entre sport et ostéoporose. Les études, donc on a cette étude-là, ça c'est une revue Cochrane. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que les études nous montrent un effet statistiquement significatif relativement faible de l'exercice sur la densité osseuse chez les femmes post-ménopausées par rapport au groupe de contrôle. Donc là ils ont pris des femmes post-ménopausées. Après, le type d'exercice le plus efficace, bon, voilà, en gros, pour le fémur, ce serait ce serait de la muscu, grosso modo, et pour les vertèbres, c'était des exercices combinés. Bon, voilà. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que les études, elles disent quand même que la conséquence de l'activité physique sur le squelette adulte, c'est la préservation et non l'acquisition d'os. Alors, on pourrait quand même en gagner un petit peu, mais en fait, passé un certain âge, le but c'est surtout de ne pas perdre ce qu'on a. Et il semble donc que l'exercice physique chez l'adulte n'entraîne que des augmentations mineures de la masse et de la qualité osseuse, alors que le désentraînement entraîne des pertes rapides et substantielles de la masse osseuse. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On s'entraîne pas, on perd de l'os, on s'entraîne, c'est un peu mieux, mais c'est pas ouf. Par conséquent, mais au moins on maintient. Les os, de toute façon, de toute manière, il n'y a pas besoin non plus d'avoir des os qui résistent à des charges incroyables. C'est juste que si vous tombez ou qu'il y a des choses comme ça, faut pas que ça pète. Et en général, si vous avez fait du sport quand vous étiez jeune et tout ça, ça pète pas, donc il faut garder ensuite cette densité-là. Par conséquent, pour optimiser la masse osseuse, il faut commencer à faire de l'exercice lorsque le squelette est encore en croissance afin d'en optimiser l'effet. Et il faut continuer à faire de l'exercice et à charger les os tout au long de la vie. Donc faites de l'exercice tôt, et on maintient cet exercice tout au long de la vie. L'activité physique pendant la jeunesse devrait être fortement encouragée pour la santé des os tout au long de la vie. Donc on arrête avec les histoires de la muscu, ça arrête la croissance. C'est faux, ça stimule l'os, ça fait des os solides, et en plus ça donne peut-être un petit bénéfice pour plus tard. Donc en gros on essaie de faire les os les plus forts quand on est jeune, pour avoir vraiment des super os, pour faire simple. Et après on fait du sport tout au long de sa vie pour garder ça, parce que le jour où on arrête, et bah ça diminue. Mais après ça diminue, mais on peut quand même remonter quand on a eu quand on a eu de la perte, on peut quand même revenir. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que là, l'effet il est statistiquement faible. On est chez des femmes post-ménopausées. Donc voilà, peut-être que pour montrer un effet, c'est peut-être pas le meilleur groupe, je sais pas. Et en plus de ça, pareil, les exercices, donc il y avait différents programmes. Je sais pas si dans les programmes, alors même si c'est un peu compliqué à mettre en place, mais est-ce que dans les programmes ils suivent vraiment tout ça? Pareil, il y a des études sur le collagène qui ont été menées par Kisbar, et pareil, lui avait fait un protocole en disant voilà, faut donner tant de grammes de collagène à tant de temps de la séance de renfort, ça permet d'avoir un pic dans le sang, c'est là qu'il faut faire l'entraînement. Ça, en fait, voilà, c'est des données, on va dire, un petit peu théoriques et tout ça. Mais c'est vrai qu'après, quand on doit appliquer en pratique, bah, il y a un peu un gap entre les deux. Donc après, est-ce que c'était, si on pouvait faire, si on mettait vraiment en application ce qu'on a vu un peu plus haut, ou si on prenait des gens un peu plus jeunes, et est-ce qu'on aurait plus d'effets?
Peut-être. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Puis bah, je voulais les dire un message là, mais de toute façon, je suis pas sûr qu'il y ait des gens qui écoutent ici. Donc bah, on va se dire à la prochaine. Salut.